Bonjour, dans ce cours, je vais vous présenter le processus de validation de Git. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons voir les objectifs de ce cours. Mais tout d'abord, je vous rappelle qu'il faut un contexte. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer en train de développer une application et que pour ce faire, vous avez créé et modifié des fichiers de code source. Une fois que ces fichiers ont été validés, à un moment donné, vous allez vouloir les conserver dans l'état dans lequel ils se trouvent. C'est justement l'objectif, le premier objectif de ce cours, c'est qu'il doit vous permettre de comprendre ce qu'il se passe entre le moment où vous travaillez sur vos fichiers et le moment où vous allez les valider. C'est ce qu'on appelle le processus de validation. Donc à un moment donné, vous estimez que les modifications doivent être conservées en l'état avant de poursuivre votre travail. Il y a une vidéo qui présentait plus sommairement ce qui se passait quand vous travaillez et que vous validez vos fichiers. Cette vidéo se nomme « Je découvre Git ». Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas regardée. C'est la première vidéo de la playlist sur Git. Là, concrètement, le cours va être beaucoup plus avancé. À l'issue de ce cours, vous allez être capable de valider le code source de n'importe quelle application au cours de son développement. Pour comprendre le processus de validation, il est indispensable de comprendre la notion de validation, puis de savoir à quoi ça sert. Git va permettre de valider un fichier ou un lot de fichiers. C'est comme prendre une photo à un instant T, et ça rend possible de comparer cette photo à d'autres photos, donc prises antérieurement, ou des photos qui seront prises plus tard. Une validation s'appelle avec Git un commit. En fait, ça peut se traduire par validation. On trouve également le terme de snapshot ou d'instantané. D'ailleurs, ça renvoie à cette idée de prendre une photo. Donc, valider un fichier, ou plusieurs fichiers, puisque la validation peut porter sur plusieurs fichiers, revient à enregistrer leur contenu à un instant T. L'objectif est de modifier des fichiers de code et lorsque l'on est satisfait des modifications, on les valide définitivement à un instant T. Donc je reviens sur cette notion de photo. Quand vous prenez une photo, le contenu ne bouge plus. Donc si vous revenez 2 ans plus tard, vous regardez le contenu de cette photo, vous verrez que ça n'a pas changé. C'est exactement le même principe, sauf que là on utilise des fichiers de code. Donc l'intérêt ici, c'est de valider ces fichiers, puis de les faire évoluer, et puis de les valider à un nouvel instant T, et ainsi de suite. Alors l'avantage, c'est que les validations se suivent chronologiquement, on parle d'historique, ce qui présente plusieurs intérêts. Il va être possible de suivre l'évolution du projet dans le temps et de connaître avec précision ce qui a été modifié lors de chaque validation par rapport à la précédente. C'est un peu comme si on prenait une personne en photo tous les jours et qu'on comparait les photos les unes par rapport aux autres, on constaterait qu'il y a des modifications. Ensuite, il est possible de remonter le temps et de travailler avec une validation antérieure. Donc ça, c'est typiquement la restauration d'un fichier de code ou d'un lot de fichiers de code pour pouvoir retravailler à partir d'une version antérieure. Donc ça fera l'objet d'une vidéo qui portera sur la restauration d'une validation. Pour illustrer les notions vues dans ce cours, nous allons utiliser Git, bien entendu, donc il faut vous assurer que Git est installé sur votre machine. Donc pour cela, vous tapez la commande git log dans une fenêtre console, avec l'option version. Si jamais la commande n'est pas reconnue et que vous avez un message qui vous l'indique, ça veut dire que Git n'est pas installé sur votre machine. Dans ce cas-là, je vous renvoie à un cours que j'ai publié dans la playlist sur Git qui s'appelle « Installer Git pour Windows ». Vous pouvez toutefois continuer le cours sans vous servir des commandes. Si jamais Git est installé sur votre machine, vous verrez la version de Git pour Windows et dans ce cas-là, vous pourrez tester les commandes. Toutefois, si jamais Git n'est pas installé sur votre machine, ne vous inquiétez pas, ce cours peut tout à fait être étudié sans avoir à saisir les différentes commandes dans un terminal. Justement, à propos de terminal, vous allez devoir choisir le terminal dans lequel vous allez saisir vos commandes. Alors vous allez vous placer à la racine du dossier de votre projet. Il y a 2 choix possibles. La première solution, c'est de faire un clic droit dans votre dossier de projet et de choisir Git bash here dans le menu contextuel. Donc cela va lancer depuis le dossier courant le terminal min-tty qui avait été installé lors de l'installation de Git pour Windows. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas cette interface-là qui s'ouvre, cette fenêtre, je vous invite à regarder ma vidéo Installer Git pour Windows. Donc c'est plus pratique que PowerShell à l'usage. La solution 2, c'est justement d'utiliser PowerShell, c'est-à-dire que vous allez appuyer sur la touche Maj depuis le dossier depuis lequel vous voulez ouvrir votre fenêtre,
Et puis, dans la fenêtre contextuelle, dans le menu contextuel, vous allez cliquer sur « Ouvrir la fenêtre PowerShell » ici. Si jamais vous n'appuyez pas sur « Maj », vous n'aurez pas cette entrée dans le menu contextuel. Donc cela va lancer PowerShell depuis le dossier courant, mais par contre, c'est moins lisible, mais l'avantage, c'est que c'est disponible sur tous les systèmes Windows. Avant de commencer à expliquer le processus de validation de Git, il faut préparer son projet pour fonctionner avec Git. Ou plutôt, on va dire à Git, attention, fonctionne dans ce projet. C'est ce qu'on appelle l'initialisation d'un dépôt. Donc cela se fait avec la commande git init et cela va indiquer à Git qu'il doit fonctionner dans votre répertoire de travail, ce qu'on appelle le working directory. Donc ce répertoire de travail, en fait, ce n'est ni plus ni moins que les fichiers que vous ouvrez dans votre environnement de développement. Donc ce sont les fichiers que vous allez modifier en travaillant. Il est possible d'ignorer, de dire à Git d'ignorer certains fichiers en créant un fichier .gitignore et dans ce fichier qui est un simple fichier texte, on va écrire le chemin vers les fichiers que l'on souhaite ignorer. Git va créer une zone un peu particulière qu'on appelle la zone d'indexation, qui ici est représentée en orange et que je vais nommer index. En fait, dans cet index, ça va être les fichiers du répertoire de travail que l'on a décidé de conserver pour une validation ultérieure. Ça veut dire que vous avez travaillé sur des fichiers et à un moment donné, vous vous dites « Attention, l'état actuel de ce fichier-là, je voudrais le conserver. Je vais le mettre dans une zone d'indexation. » Mais attention, le fait de le placer dans la zone d'indexation, ce n'est pas créer une validation. On reviendra sur cette notion plus tard. Donc en fait, vous allez modifier votre travail dans votre IDE, dans votre environnement de développement, et vous allez ajouter une commande qui va indexer le fichier, ça veut dire le placer dans une zone mémoire un peu particulière. Puis vous allez revenir sur votre répertoire de travail, en fait sur vos fichiers, et puis vous allez continuer de travailler. Git va créer aussi une zone un petit peu particulière, je vais prendre les notions de zone, qu'on appelle head. Et en fait, dans le head, ce sont le lot, ça correspond au lot de fichiers qui sont validés définitivement. C'est-à-dire que on va retrouver ici les fichiers qui étaient dans la zone d'index et que l'on a voulu conserver de façon définitive. Alors Git aussi va créer ce qu'on appelle un repository, c'est-à-dire un dépôt. Et en fait, cette zone représente tous les lots qui ont été validés et qui vont être stockés par Git. Donc c'est bien ce qu'on appelle le dépôt. Et un lot validé, ça peut comprendre un seul fichier ou plusieurs fichiers, et on appelle ça un commit. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va créer une validation, le lot de fichiers de validés, on va le retrouver dans head, et puis toutes les validations successives, on va le retrouver dans le dépôt. Je vais utiliser cette zone de dépôt, c'est-à-dire la zone encadrée de bleu chez moi, pour vous représenter les différentes validations que nous allons opérer durant ce cours. À chaque fois que nous procéderons à une validation, j'ajouterai un élément dans la zone de dépôt sous la forme suivante. La première chose, ici, nous avons des points d'interrogation. En fait, ce point d'interrogation représente un commit, c'est-à-dire un instant où on a validé des fichiers. Pour l'instant, il n'y a aucun commit, aucune validation, puisque nous venons d'initialiser notre projet. Dans cette zone de dépôt, nous allons trouver différentes validations successives, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. La difficulté, c'est de savoir quelle validation est chargée dans la zone id qui est gérée par Git, puisque dans cette zone id, on va trouver une validation, c'est-à-dire un commit. Alors comme on peut faire plusieurs commits avec Git, il est tout à fait possible de charger une validation dans cette zone de travail à n'importe quel moment. La difficulté, c'est de savoir quelle validation on va charger. Eh bien, en fait, Git utilise ce qu'on appelle un pointeur, et ce pointeur, en fait, va permettre de savoir quelle est la validation actuellement chargée dans cette zone id. En réalité, id ne pointe pas directement vers le commit. Il pointe vers un autre pointeur. On peut voir cet autre pointeur, que l'on appellera pointeur de branche, comme un dossier. Imaginez, vous créez plusieurs validations et puis vous les rangez dans un dossier que vous nommeriez master. Pour ne pas les mélanger avec des validations qui concerneraient une autre partie de votre projet par exemple, ou qui concerneraient le travail d'un autre développeur, vous pouvez créer un autre dossier avec un autre nom, puis ranger les différentes validations à l'intérieur de ce dossier. Eh bien en fait, id va permettre de pointer un de ces dossiers, et puis le pointeur à l'intérieur de ce dossier va permettre de retrouver un commit, et ce sera le commit qui est chargé dans la zone id.
Concernant cette notion de pointeur de branche, j'ai prévu des vidéos, donc je vous invite à les regarder dans la playlist. Il y en a une qui aborde conceptuellement cette notion et une qui aborde plus concrètement cette notion de branche. Les bases du cours sont posées, nous allons passer à l'étude du processus de validation. Donc comme dans tout projet, à un moment donné, vous allez commencer à créer des nouveaux fichiers, puis à les modifier pour développer votre application. Vous allez créer un nouveau fichier dans votre dossier de projet. Ici, moi, je vais créer le fichier 1.txt. Je vais jouer la commande git statut. Cette commande va permettre d'avoir des informations sur l'état du dossier. La première chose, c'est que l'on peut voir la branche qui est utilisée actuellement, en tout cas celle qui est pointée par id. Donc je vous renvoie à ce que j'ai dit il y a 1 minute. Il y a un cours qui sera prévu exprès pour cette notion. Ce qui nous intéresse ici, plus particulièrement, ce sont les fichiers non suivis. Donc c'est-à-dire que Git a détecté qu'il y avait un nouveau fichier, mais on ne lui a pas dit « Attention, surveille ces modifications ». Ensuite, il y a une information qui nous dit qu'il n'y a rien à valider. Ça s'explique tout simplement parce que ce que nous validons, c'est ce qu'il y a dans la zone d'index. Je vous rappelle que nous allons travailler dans le répertoire de travail, qu'il va falloir mettre des fichiers dans la zone d'index, et c'est la zone d'index qui est validée et qui donc se retrouve dans la zone id. Donc pour l'instant, nous n'avons rien ajouté à l'index. Pour indiquer à Git qu'il doit suivre le fichier 1.txt, on va utiliser la commande git add, comme nous l'indique d'ailleurs l'aide. Donc on va faire git add plus le nom du fichier, et cela va permettre à Git de suivre toutes les modifications de ce fichier. Nous allons donc demander à Git de suivre notre fichier 1.txt. Pour cela, nous avons donc notre fichier 1.txt qui existe dans le dossier du projet. L'objectif ici, c'est de mettre ce fichier 1 dans la zone de travail. En fait, dans la zone de travail, ce sont tous les fichiers qui sont suivis par Git. Donc pour l'instant, il n'y a aucun fichier suivi par Git. Grâce à la commande git add suivie du nom du fichier, le fichier va être placé dans la zone de travail de Git, mais également dans la zone d'indexation. Il faut savoir que lorsqu'on ajoute pour la première fois un fichier, c'est-à-dire que l'on met un fichier sous suivi par Git pour la première fois, il est placé dans la zone de travail et il est également placé dans la zone d'indexation. Observons maintenant l'état de notre dossier avec la commande git statut. Nous avons la sortie suivante. La première chose, c'est que l'on nous indique qu'il n'y a jamais eu de validation sur la branche master, ce qui est le cas puisqu'on vient seulement de commencer. Et par contre, une information un peu plus intéressante, c'est qu'on nous indique qu'il y a des changements que l'on peut valider, c'est-à-dire committer. Je rappelle, c'est important, que seul le contenu de la zone d'indexation est validable. Le contenu de la zone de travail, lui, n'a aucun rapport. On ne validera donc que la zone d'indexation. Si jamais on a mis un contenu dans la zone d'index que l'on ne souhaitait pas placer dans cette zone, eh bien il faudra jouer la commande git rm-cached et le nom du fichier, et ça va retirer le fichier de la zone d'index. C'est effectivement une erreur courante, donc c'est une commande à connaître parce qu'elle est particulièrement utile. Notre fichier est maintenant suivi par Git, nous allons pouvoir travailler avec ce fichier. Alors nous allons apporter des modifications dans le fichier. Nous allons écrire bonjour à l'intérieur de ce fichier et nous allons jouer la commande git statut pour voir l'état de notre dossier. Et là, vous allez voir que Git est vraiment performant parce qu'il va pouvoir vous indiquer plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il vous indique qu'il y a un contenu qui est validable, c'est-à-dire le contenu de la zone d'indexation. C'est-à-dire que si vous validez à ce moment-là, vous allez valider un fichier qui pour l'instant ne contient rien. Ensuite, il va vous indiquer une autre information, ce sont les changements qui n'ont pas été indexés. En fait, en anglais, c'est la zone de stage. La zone de stage, c'est la zone d'index. Donc, on vous indique que le fichier 1.txt a été modifié, c'est-à-dire que la version du répertoire de travail n'est plus la même que la version de la zone d'index. Ensuite, Git vous indique qu'il est possible de restaurer la zone d'indexation dans le répertoire de travail. Donc cela, ça veut dire que si jamais vous renoncez aux modifications de votre répertoire de travail, vous pouvez tout à fait choisir de prendre la version qui est dans la zone d'index et de la restaurer dans le répertoire de travail. Du coup, ça va annuler toutes les modifications que vous avez effectuées depuis la dernière indexation du fichier. Vous avez modifié votre fichier dans le répertoire de travail et vous décidez justement d'indexer ce contenu. Donc c'est ce qu'on appelle la mise à jour de la zone d'indexation.
Cela se fait avec la commande git add avec le nom du fichier et cela va avoir pour effet de mettre à jour la zone d'indexation avec la version qui existait dans le répertoire de travail. À cet instant, nous avons donc le répertoire de travail qui est identique à la zone d'indexation. C'est-à-dire que si l'on joue la commande git statut, nous ne verrons plus, comme tout à l'heure, un message nous indiquant que des modifications n'avaient pas été indexées. Ici, on nous indique simplement qu'il y a des changements qui sont prêts à être validés, c'est-à-dire committés. C'est-à-dire que si jamais on valide à ce moment-là, nous validerons bien le contenu de la zone d'indexation. Vous avez fait une pré-validation de votre travail et vous décidez de continuer à travailler sur votre application. Donc vous allez modifier la zone de travail. Donc le mot bonjour est remplacé par bon après-midi. Si l'on joue la commande git statut, nous pouvons nous apercevoir que si jamais nous validions, nous allons valider le contenu de la zone d'index avec bonjour. Par contre, git nous indique bien que le fichier 1.txt a été modifié et que ce contenu n'a pas été indexé. Si git nous permet de voir quels ont été les fichiers qui ont été modifiés dans le répertoire de travail, il est également capable de nous donner la différence entre la zone de travail et la zone d'index, et cela grâce à la commande git diff suivie du nom du fichier. Si l'on joue cette commande ici, nous allons voir la sortie suivante, c'est-à-dire que nous pouvons nous rendre compte de la ligne ou des lignes qui ont été supprimées. Donc ici on voit que la ligne avec le mot bonjour a été supprimée et on voit aussi qu'une nouvelle ligne a été ajoutée qui s'appelle bon après-midi. Donc là j'ai fait une modification mineure, mais imaginez ça sur des fichiers beaucoup plus complexes, on sait très précisément ce qui a été modifié. Donc nous avons les deux informations, donc les lignes supprimées et les lignes qui ont été modifiées. Vous avez en bleu les statistiques, c'est-à-dire le total de nombre de lignes supprimées et le total de nombre de lignes créées. Alors à savoir que pour Git, une ligne qui a été indexée et qui est modifiée dans le répertoire de travail revient à la supprimer et à en créer une nouvelle. Donc c'est grâce à cela que Git est capable d'annuler les modifications du répertoire de travail depuis la dernière indexation, puisque tout à l'heure, je vous avais parlé d'une commande qui permet de prendre le contenu de la zone d'index et d'écraser le contenu de la zone de travail par le contenu de la zone d'index. Après un certain nombre de modifications de votre zone de travail, vous pouvez être amené à vous dire qu'il est peut-être temps de préparer une validation. Donc vous allez indexer le contenu de la zone de travail. Donc vous allez mettre à jour la zone d'indexation grâce à la commande git add fichier 1.txt. La zone de travail et la zone d'indexation sont maintenant identiques, ce qui veut dire que la commande git statut va bien nous indiquer que l'on peut créer une validation. Donc là, ce sera bien le contenu de la zone d'index qui sera validé. Et par contre, si l'on jouait la commande git diff que l'on vient de voir, on n'aurait aucun résultat puisque la zone d'indexation est identique à la zone de travail. À un moment donné, vous vous dites qu'il serait bien d'avoir une validation du contenu de la zone d'indexation. Eh bien, cela se fait avec la commande git commit, le nom du fichier, suivi du message qui va permettre de donner une information sur le commit. Imaginons ici que nous venons de corriger le bug 157. Donc, lorsque nous validons, nous allons mettre un message, par exemple, qui va être correction du bug 157. Une chose importante que je n'ai pas précisée pour l'instant, c'est qu'un commit se doit d'être le plus atomique possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger des modifications qui ne portent pas sur le même problème. Imaginez, nous avons un bug à régler et nous avons un pied de page à créer, par exemple, pour une page web. Eh bien, nous allons faire une validation pour la correction du bug et nous allons faire une validation pour la création du pied de page. Mais on ne va pas faire les deux, puis valider les deux en une fois. Parce que tout simplement, l'objectif ultime de Git, c'est de pouvoir restaurer une validation. Donc si vous avez validé les deux en une fois, quand vous allez vouloir restaurer la validation, vous allez donc revenir dans l'état précédent en ayant annulé la correction du bug et la création du pied de page. Et c'est rarement ce que l'on souhaite faire. Observons le résultat de la commande git commit. L'objectif, je vous le rappelle, est de valider la zone d'indexation. C'est-à-dire que dans la zone id, nous allons retrouver le contenu de la zone d'indexation. Cette validation, on peut l'observer avec la commande git log. Cette commande va nous donner différentes informations. La première, c'est le message de validation du commit. Donc comme ici j'avais mis commit initial,
nous retrouvons le message. Et il faut savoir qu'un commit est identifié de façon unique par un hash de 40 caractères qui est généré par la fonction SHA-1 à partir de l'auteur du commit, de la date, etc. Ensuite, nous retrouvons notre pointeur id, puisque ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, id va nous permettre d'identifier la validation qui est chargée dans la zone id. Et nous pouvons aussi remarquer que id pointe vers la branche master, mais ça c'est pour un autre cours. Alors ces informations dans mon cours, je vais les représenter de cette façon-là. Donc nous retrouvons ici dans le cadre bleu la zone de dépôt, et c'est dans cette zone que nous allons retrouver toutes les validations successives que nous allons réaliser. Notre travail a fait l'objet d'une première validation, nous pouvons continuer à développer tranquillement notre application. Pour cela, nous allons donc forcément modifier le répertoire de travail. Donc nous remplaçons bon après-midi par bonsoir. Nous souhaitons mettre dans la zone d'indexation le contenu de notre répertoire de travail, donc grâce à la commande git add et le nom du fichier. La zone d'indexation est donc mise à jour. Nous pouvons nous apercevoir ici que la zone d'indexation est différente du contenu de la zone id. Donc, il est possible de voir les différences justement entre ces deux zones grâce à git-diff et l'option cached suivie du nom du fichier. Comme précédemment, nous pouvons observer les différences, c'est-à-dire les lignes qui ont été supprimées et les lignes qui ont été ajoutées. Suite à ça, vous décidez de valider le contenu de la zone d'indexation. Donc nous, ça sera la validation numéro 2. Nous allons rejouer la commande git commit sans oublier l'option M qui va permettre de spécifier un message de validation. Soyez maintenant particulièrement vigilant à ce qui va se passer dans notre zone id. Actuellement, id pointe vers une validation identifiée par le hash 08F0. Donc l'objectif ici, c'est de créer une nouvelle validation avec le contenu de notre zone d'indexation. Ça veut dire que id ne va plus pointer vers cette validation-là, mais vers une nouvelle validation. Donc je change le contenu de id suite à la commande git commit. On voit bien maintenant que le contenu de la zone id, ou plutôt du commit pointé par id, correspond au contenu de la zone d'indexation. Nous avons forcément un nouveau hash qui a été généré, et ce hash va nous permettre de distinguer notre validation de la précédente. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans notre dépôt Git? En fait, dans notre dépôt Git, maintenant, nous avons un deuxième commit qui a pour parent le précédent commit. Alors, il s'est passé une petite chose un petit peu particulière dans le dépôt, c'est que le pointeur de branche va se déplacer sur le dernier commit, la dernière validation que nous avons réalisée. Puis le pointeur id, lui, va pointer la branche master qui lui pointe le commit. C'est pour ça que id est associé au commit A874E. Et ce que l'on peut constater ici dans cette zone. Toutes les modifications ont été validées. Nous pouvons continuer à travailler sur notre projet. Donc comme d'habitude, cela va consister à modifier la zone de travail. Donc on remplace bonsoir par bonne nuit. Une fois que nous sommes satisfaits de l'état de notre zone de travail, nous pouvons décider de l'indexer. Donc on va le faire avec la commande git add fichier1.txt. Et puis nous pouvons décider de valider le contenu de la zone d'indexation, donc toujours avec la commande git commit. Donc observez bien encore une fois ce qui va se passer ici au niveau du id. Le commit attaché au id a été modifié. Dans la zone de dépôt, nous avons un troisième commit qui a pour parent le précédent commit. Et nous pouvons constater encore une fois que le pointeur master va pointer le dernier commit que l'on vient de réaliser. Et le pointeur id, lui, va donc se positionner sur le pointeur de branche. Et ainsi, id est bien associé au dernier commit que nous avons réalisé. Nous allons continuer répéter ce processus pour que vous le compreniez bien. Donc nous allons modifier encore une fois la zone de travail, donc on va mettre le message il est tard. Nous allons indexer le contenu de la zone de travail avec git add fichier, puis nous allons décider de valider pour la 4e fois nos modifications. Donc cela va se faire toujours avec la commande git commit. Donc nous allons voir ici un nouveau commit qui va être associé au pointeur id.
Et dans notre dépôt, nous pouvons constater l'apparition d'un 4e commit, d'une 4e validation, avec le pointeur de branche master qui va pointer notre dernier commit, et le pointeur id qui va pointer cette branche et qui va nous permettre de savoir quel est le commit qui est actuellement chargé. Nous allons voir qu'il est possible d'indexer et de committer en une seule commande. La première chose, c'est que nous modifions le répertoire de travail. Et là, vous vous dites, eh bien, moi, j'aimerais indexer et valider dans la foulée. C'est possible grâce à la commande git commit et l'option particulière ici qui est all. Donc cela va ajouter automatiquement tous les fichiers de la zone de travail qui ont été modifiés ou supprimés, mais ça n'ajoutera pas les fichiers qui ont été créés, mais qui n'ont pas été suivis par Git. Donc ça, c'est très important de le souligner. Comme souvent c'est le cas pour les options utilisées dans les commandes Git, l'option all peut s'écrire avec un alias qui sera -a. Cela permet d'en écrire moins et de gagner du temps. Observons maintenant le résultat de la commande. Nous allons avoir le contenu de la zone d'indexation qui va être mis à jour, c'est-à-dire que le contenu du répertoire de travail va être placé dans la zone d'indexation. Ensuite, c'est le contenu qui a été indexé qui va être validé et cela va engendrer un nouveau commit. Donc nous voyons le hash du commit qui a été généré et dans le dépôt, c'est-à-dire le repository, nous voyons notre nouveau commit qui a donc pour parent le commit précédent et puis, comme d'habitude, il y a le pointeur de la branche master qui se déplace sur le dernier commit réalisé et le pointeur id qui va pointer la branche master, ce qui permet à partir de id de retrouver le commit, c'est-à-dire le commit qui est associé à id. Assez rapidement, vous allez vous rendre compte qu'il est pénible de devoir ajouter chaque fichier que vous créez au répertoire de travail avec la commande git add suivie du nom du fichier. Imaginons que vous ayez créé 10 nouveaux fichiers et puis que vous avez travaillé sur les fichiers qui sont déjà indexés dans votre répertoire de travail. Eh bien, il est possible d'indexer tous les fichiers, c'est-à-dire que tous les fichiers nouveaux et les fichiers déjà sont suivis vont être placés dans la zone de stage, c'est-à-dire dans la zone d'indexation. Bien sûr, les fichiers qui sont mentionnés dans le fichier gitignore ne seront pas indexés. Alors la commande qui va permettre de faire cela, c'est la commande git add suivie du caractère point. Ce caractère indique que l'on souhaite indexer tous les fichiers, qu'ils soient nouveaux, supprimés ou modifiés, puisque je ne l'avais pas précisé jusqu'à maintenant. Mais si votre répertoire de travail voit un fichier qui est supprimé, bien sûr la zone d'index va être mise à jour en prenant en compte que ce fichier a été supprimé, comme c'est le cas pour une modification ou pour un nouveau fichier. Nous pouvons alors constater que la zone d'indexation va être mise à jour grâce à cette commande git add point. Et vous vous dites que finalement, ces modifications qui ont été indexées, eh bien vous les auriez bien intégrées à la dernière validation. Eh bien sachez que cela est possible, c'est-à-dire que on va modifier le dernier commit grâce à la commande git commit et l'option amend. Et cette option va permettre d'écraser le commit courant pour un nouveau commit. C'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'on le modifie, mais le dernier commit est juste supprimé et remplacé par un nouveau. Donc c'est très utile lorsque vous voulez prendre en compte des modifications que vous n'auriez pas intégrées dans le dernier commit, ou encore juste pour changer le message, ou les deux. Donc forcément, comme on génère un nouveau commit, on aura un nouveau hash. Si on regarde dans la zone id ici, nous allons avoir un nouveau commit, donc un nouveau hash, et dans le repository, il ne s'agit pas de créer un nouveau commit, il s'agit de remplacer le dernier commit. Donc le dernier commit est remplacé, et vous avez donc toujours 5 commits. Vous connaissez à présent le processus de validation de Git, vous savez qu'il existe un répertoire de travail dans lequel figurent tous les dossiers et fichiers qui sont suivis par Git, qu'ensuite le contenu du répertoire de travail peut faire l'objet d'une prévalidation, c'est-à-dire d'une indexation, et que le contenu de la zone d'indexation peut être définitivement validé en créant un commit. Je vais vous donner un dernier conseil avant de terminer ce cours. C'est que une validation doit être le plus atomique possible. J'avais déjà abordé cette idée au cours de ma présentation. Donc cela signifie qu'il doit porter sur une tâche la plus réduite possible, impliquant le moins de fichiers et le moins de modifications.
Par exemple, vous devez créer une fonctionnalité qui permet de gérer des inscriptions à une compétition sportive. Il faut découper le travail en tâches réduites. C'est-à-dire que vous allez commencer par créer l'entité personne et que vous allez valider. Donc vous aurez un premier commit. Ensuite, vous allez créer la structure du manager d'entité et puis vous allez valider. Votre manager, à ce moment-là, est vide. Vous allez créer la méthode create et vous allez la valider. Puis, vous vous rendez compte que votre entité personne est incomplète. À ce moment-là, vous allez la modifier et puis vous allez, encore une fois, créer un commit. Puis vous revenez sur votre manager, vous allez ajouter la méthode update et puis, encore une fois, vous créez un commit. Et ainsi de suite pour faire chaque méthode de votre CRUD. Vous allez créer ensuite le formulaire d'inscription, vous allez une nouvelle fois valider votre travail et puis vous le mettez en forme et vous créez encore un commit. Le gros avantage d'utiliser des commits atomiques, c'est que cela permet de valider facilement une validation pour revenir en arrière. Imaginons que vous vouliez annuler la mise en forme de votre formulaire, eh bien vous allez annuler le dernier commit et comme ça vous ne touchez pas à la création du formulaire ni à la création du manager. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, donc il faut valider de façon atomique. Alors il vaut mieux valider trop souvent que trop rarement, d'autant plus qu'il est possible de fusionner des commits successifs pour n'en faire qu'un seul. Donc il faut surtout pas se priver de cette façon de faire. Maintenant que vous savez valider les différentes étapes de développement de votre application, on peut se poser la question de ce qu'on va faire. Eh bien, puisque vous avez validé plusieurs fois votre projet, vous disposez d'un historique des validations que vous avez réalisées. Je vous rappelle les différents commits qui sont stockés dans le dépôt Git. Alors il va falloir apprendre à visualiser cet historique afin de retrouver un ou plusieurs commits et cette partie concerne mon cours vidéo qui est nommé Visualiser l'historique des validations avec Git. Donc c'est la suite directe du cours que je viens de vous présenter. Après tout cela, vous serez donc capable de valider les différentes modifications de votre projet et de visualiser leur historique. Cependant, il reste quelque chose d'important qu'il faut absolument apprendre à faire. C'est le fait d'organiser ces commits par contexte de travail. Alors pour illustrer ces propos-là, imaginez que vous êtes en développement, vous allez faire différentes validations. Donc ces validations ne concernent que le développement de l'application. Donc vous allez créer un dossier que vous allez appeler développement et vous allez placer les validations dans ce dossier. Ensuite, vous devez mettre en production votre site. Vous allez peut-être apporter des modifications, mais seulement lorsque c'est la mise en production. Pour cela, vous allez créer un dossier et vous allez ranger vos commits dans le dossier mise en production. Imaginons maintenant que vous ayez un bug, eh bien la correction du bug va entraîner des validations. Vous allez ranger ces validations-là, ces commits, dans le dossier correction de bug, et ainsi de suite. Cela va permettre de trouver des commits par dossier. Et en réalité, avec Git, il ne s'agit pas de dossier, il s'agit de branches. Il y a deux cours qui sont prévus pour aborder les branches. Un premier cours qui concerne une approche conceptuelle qui vraiment s'attache à faire comprendre la notion de branche et l'intérêt d'utiliser des branches. Et puis, il y a un cours sur les branches avec une approche concrète où là, je présenterai les différentes commandes et puis l'impact que cela a réellement dans votre projet et votre travail de développeur. Ce cours touche à sa fin, j'espère que je vous aurai donné l'envie d'utiliser ce superbe outil qui est Git. C'est indispensable lorsque l'on veut se lancer dans le développement de façon sérieuse.